Tout devient progressivement connecté au réseau, le volume des données collectées augmente de manière exponentielle et ces données constituent aujourd'hui la richesse numérique, une richesse captée par une poignée d'entreprises américaines. C'est le constat implacable du livre La souveraineté numérique, publié chez Stock, un livre qui, précisons-le, n'est pas un brûlot anti-américain, un livre signé de l'un des pionniers du web français, le président fondateur de Skyrock, Pierre Bélanger, que je suis allé rencontrer dans les locaux de la radio. Bonjour Pierre Bélanger. Bonjour. Donc si j'ai bien compris votre livre, pour vraiment prendre une grande caricature, une caricature vraiment très, très épais, les États-Unis importent des données, exportent du chômage. Quand un service comme Uber pousse 10 taxis à mettre la clé sous la porte en France, ils recrutent un data scientist. Alors si c'est cette donnée aujourd'hui que l'on livre gratuitement qui est la valeur, est-ce qu'on peut parler de pillage en règle et en toute légalité d'une forme de richesse produite par la France ? C'est les termes pillage et légalité qui posent problème, parce que qui dit pillage dit une forme de violence, et qui dit aussi pillage dit propriété. Pour l'instant, en droit, les données sont res nullius, c'est-à-dire qu'elles sont propriété de personne. Il n'y a que leur usage qui est réglementé, et que donc ce qui nous arrive en termes de siphonnage massif d'informations est quelque chose qu'on laisse faire. Et sur lesquels, je dirais, aujourd'hui, il n'y a pas encore une véritable réaction à la mesure de cette captation de données. Et alors c'est justement pour cela que vous appelez à mettre en place, à créer une propriété des données informatiques personnelles. Expliquez-nous cela, Pierre Bélanger. Oui, si on reprend au XVIIIe siècle, on avait une absence de droit d'auteur, et donc quand il y avait une pièce de théâtre, elle appartenait à la pièce, au théâtre, elle appartenait aux acteurs, elle appartenait à qui voulait bien l'imprimer, etc. Et il n'y avait pas de droit d'auteur. Et le travail de Beaumarchais, puis de Balzac ensuite, ça a été de créer cette notion de droit d'auteur. Et aujourd'hui, il y a un droit d'auteur de sa vie. Un droit d'auteur de ces données, un droit d'auteur, en fait, finalement, de toute cette trace numérique incroyable qu'on laisse sur le réseau. Et si les gens en sont propriétaires, c'est toute l'économie de l'Internet qui se trouve modifiée, c'est-à-dire au lieu que son centre de gravité, ça soit la liberté du serveur, ça sera la liberté de l'utilisateur. À votre sens, Pierre Bélanger, comment fixer la valeur de cette propriété personnelle que sont les données que l'on livre? Comment fixer le juste niveau de rémunération de ce droit d'auteur? On n'en est pas là. On est d'ailleurs sur les données au niveau de ce qu'on pourrait appeler comme un produit sanguin. C'est quel est le prix du sang. Vous me demandez, je serais incapable de vous le dire. Le point, c'est que les individus doivent être propriétaires de leurs données, donc des transactions à partir de leurs données doivent être faites sous leur maîtrise, sous leur contrôle et leur bénéficier. Bon. Donc voilà, à partir de là, on imagine une nouvelle économie où, je vous donne un exemple, vous achetez une poussette. Aujourd'hui, la poussette, elle s'achète à peu près au 3e mois de la grossesse. En fonction du modèle de poussette que vous allez acheter, se détermine tout un univers de consommation. Et cette information-là, le fait que vous êtes dans un couple où il y a un achat de poussette, est une information importante pour toutes les marques de cet univers de consommation. Donc, vous allez vous-même passer d'abord par votre navigateur qui va capter cette information, puis le moteur de recherche, puis enfin les sites marchands, puis enfin divers forums sur lesquels vous allez vous informer. Vous allez donc laisser un nuage poussette tout autour de vous qui ne vous appartient pas et que finalement vous avez laissé comme une sorte de traînée tout autour de vous. Bon. Vous pourrez dire, je vais voir de la publicité pour des laits vitaminés pendant quelques mois qui vont suivre. Ce n'est pas très grave. En fait, c'est grave. Tout simplement parce que, imaginez que vous êtes dans une société où un directeur demande, voilà, j'ai besoin de confier un dossier important à un collaborateur, lequel choisir parmi 5. On va demander à la DRH son avis. La DRH va faire appel à une société dite de shadow scoring qui va en fait une sorte de courtier en information issu de l'Internet et qui va lui donner comme information que effectivement monsieur machin ou mademoiselle machin ou madame machin, elle a acheté une poussette. Donc vous allez être écarté d'emblée parce que vous ne pouvez pas traiter ce dossier, avoir un enfant et gérer la petite enfance simultanément. Peut-être vous allez vouloir louer un appartement.
Là aussi, shadow scoring. Non, je ne veux pas d'un enfant qui crie dans l'appartement, etc., etc. On va passer au prêt, on va passer à la mutuelle, à l'assurance complémentaire, etc. Et vous allez vous retrouver dans un environnement où finalement cette information va réduire les choix dans votre existence, va réduire vos possibilités, va réduire vos opportunités. Et ce n'est pas neutre en fait. Et donc on est dans ce monde-là aujourd'hui où les fantastiques services que nous amène Internet, la fantastique émancipation, liberté, productivité, etc., c'est au prix de notre liberté, c'est au prix de nos choix, et c'est ça qu'il faut changer, et c'est ça que la propriété des données change. Un autre concept qui ressort de votre livre, c'est le complexe militaro-numérique qui aujourd'hui favorise ces réseaux logiciels et aide ces réseaux logiciels à vraiment grandir et à prendre leur position presque quasi monopolistique. Quelle est la puissance aujourd'hui de ce complexe militaro-numérique, pour reprendre votre expression? Est-ce qu'il est plus fort que les États et que l'État américain? Le complexe militaro-numérique, c'est pour reprendre l'expression d'Eisenhower, ancien président américain, qui parlait de complexe militaro-industriel et qui était l'idée à l'époque que les intérêts industriels et les intérêts militaires en fait se combinaient pour former en soi une puissance. Le complexe militaro-numérique, c'est la même chose, sauf que c'est les industries numériques, c'est l'univers des réseaux qui s'associe en fait à toute la puissance militaire américaine et toute son industrie du renseignement. Ça crée une puissance extraordinaire puisque ce sont des moyens considérables et ces moyens considérables sont en permanence injectés dans la logique numérique. C'est-à-dire vous n'avez pas de Silicon Valley si vous n'avez pas derrière des investissements qui proviennent des centres de recherche, des associations de financement, des logiques de financement de l'armée américaine. Alors, ce n'est pas en soi un problème, au sens que c'est la liberté des États-Unis de financer leurs recherches, etc., et grand bien leur face. Le point, c'est que ça nous est envoyé en pleine face avec un autre discours. Le discours que nous avons, c'est un discours des startups, etc. On a un magnifique folklore, donc on voit tout, sauf le porte-avions. Bon. Et que donc ça nous prive, nous, de cette réflexion. C'est-à-dire que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une logique de dire pourquoi est-ce que ce n'est pas le ministère de la Défense et ses 3 milliards d'euros de budget informatique qui n'a pas un essaim d'entreprises autour de lui pour faire du cryptage, etc., etc. Non, on va parler des startups, etc., on va les installer à Bastille, etc., et on va avoir toute une mythologie autour. Donc on passe à côté, en fait, du cœur du système qui est cette logique militaro-numérique associée au renseignement. Alors vous posez la question, est-ce que c'est plus fort que les États? Ça peut. Quand on se souvient de la manière dont fonctionnait le FBI, on voit bien que le FBI, à un moment donné, en ayant des dossiers directement sur les candidats, sur les élus, avait une possibilité et une manœuvre exceptionnelle. Aujourd'hui, ce ne sont pas des dossiers, c'est la vie entière des personnes qui est aux mains de ce système-là. Donc les possibilités d'influence, de contrôle du système politique sont sans commune mesure avec ce qu'elles étaient jadis. Pour les fournisseurs de contenu aujourd'hui, peuvent-ils vraiment survivre et comment peuvent-ils survivre face à ces réseaux logiciels gigantesques qui se sont déployés? Alors, je distinguerais, parce que dans les fournisseurs, il y a ceux qui produisent ces contenus. Oui. Pour ceux qui produisent ces contenus, leur devenir, c'est d'être la valeur ajoutée différenciante de ces réseaux logiciels. J'apprenais que la très belle série Real Humans, qui est une série d'Europe du Nord, allait être maintenant produite par Xbox. Bon, imaginons, revenons 3 ans en arrière, Xbox produisant des contenus, c'est pas évident. De la manière que Amazon ou Netflix, lancés dans cette production, n'est pas évident. Donc le réseau logiciel, lui, va être amené à entrer dans la production. Donc pour quelqu'un qui produit, au lieu d'avoir comme producteur une chaîne de télévision, va avoir comme producteur un réseau logiciel. Ce n'est pas forcément un changement à son détriment. Et il y aura probablement des recettes supplémentaires. Donc si vous fabriquez des contenus, vous avez peut-être des possibilités nouvelles. Maintenant, si vous êtes une chaîne de distribution de contenu, là, vous avez des canaux alternatifs infiniment plus efficaces qui se mettent en face de vous. Donc vous avez certainement à repenser votre travail, à repenser votre chaîne de valeur. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va vous permettre de vous différencier?
si je prends le cas d'une station de radio par exemple, Skyrock par exemple, eh bien, ce qui nous différencie d'un flux musical fabriqué par une machine, c'est que nous ne sommes pas des machines. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que dans beaucoup de médias, dans beaucoup d'entreprises, ce qui a été demandé aux gens dans la deuxième partie du XXe siècle, c'est le plus possible de ressembler à des machines. En disant, bah, écoute, si vraiment tu veux être rentable, tu fais ce qu'on te dit, tu parles à la radio, tu ne parles pas beaucoup, les playlists sont faites par des ordinateurs, tout est testé par des machines, c'est que des machines. Et plus on ressemble à une machine, plus on était rentable. Et là, on change de système puisque maintenant, il y a des vraies machines. Et une fausse machine par rapport à une vraie, elle est bazardée. Et donc, ce qui va nous être demandé maintenant, mais aux médias, à tous, c'est d'être des êtres humains. Et ça, c'est le vrai défi, je pense. Pierre Bélanger, je vous remercie. Forcément, le scénario esquissé par Pierre Bélanger a de quoi refroidir les plus optimistes. Mais il ne faut pas oublier son message d'espoir, plus les réseaux logiciels étendent leur domination, plus l'activité humaine est valorisée.